Bonsoir à tous. Pardonnez notre léger retard, mais comme vous savez, les procédures d'accès au musée sont parfois un tout petit peu laborieuses, mais elles nous mettent à l'abri d'événements déplaisants dont on a pu connaître quelques exemples dans le passé. Pardon pour cette... Alors Guillaume Erner, merci d'être présent parmi nous. On vous connaît bien parce que vous êtes aux manettes des matins de France Culture depuis une dizaine d'années maintenant. Alors je ne commencerai pas par la question que Jean Birnbaum avait posée à Pierre Nora, paraphrasant Louis de Funès dans Rabbi Jacob. Vous êtes juif, Guillaume Erner. Je crois que c'est inutile, parce que si on vous écoute régulièrement sur France Culture, on connaît quelques-uns de vos dadas. Hein. Vous citez de nombreuses références sociologiques, comme Marcel Mauss ou Émile Durkheim, ce qui n'est pas totalement banal au petit déjeuner. D'ailleurs, vous avez une formation de sociologue, hein, on y reviendra. Vous allez à Radio France en vélo. Vous aimez la Drôme, hein, c'est toujours la région de France que vous évoquez quand vous voulez vous démarquer d'un regard par trop parisien. D'ailleurs, vous en parlez très amoureusement dans le livre, c'est très émouvant. Vous parlez souvent des Juifs, notamment dans votre billet de 6h58, un peu trop souvent au goût des auditeurs, en tout cas, c'est ce que vous racontez dans Judéo-Obsession. Et donc, vous venez de publier Judéo-Obsession chez Flammarion, qui nous a donné donc l'idée de vous convier ce soir. Alors, ce qui est certain, si l'on pense à Yvan Levaille, Jean-Pierre Elkabbach, Paul Amar, Patrick Cohen ou Ruth Elkrief, c'est que vous êtes le seul des journalistes, alors je vais mettre des guillemets, hein, juifs, dans un média national à affirmer sa judéité, et de surcroît avec une sorte d'insolence un peu gourmande. Hein. Alors j'ai failli dire, mais c'est peut-être parce que vous êtes le seul ashkénaze, mais c'est pas tout à fait vrai, parce que Yvan Levaille était ashkénaze. J'allais l'oublier. Donc je dirais que ce soir, en tout cas, c'est la rencontre entre un juif obsessionnel, hein, ça s'intitule Judéo-Obsession, et, si vous m'autorisez cette formule, un juif professionnel, en l'occurrence moi. Mais plus sérieusement, Judéo-Obsession est un ouvrage très singulier où vous racontez et où vous réfléchissez en même temps à la place démesurée, peut-être, c'est une question, en tout cas, que vous vous posez, que les Juifs tiennent dans la conversation contemporaine. Vous réfléchissez à l'évolution de l'antisémitisme. Les Juifs obsèdent les antisémites de tout poil, hein, et cela vous obsède. Alors, dans Judéo-Obsession, vous tissez des souvenirs personnels, des considérations sociologiques, historiques, politiques, ce qui nous a évidemment beaucoup intéressés au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, parce que ce sont des questions qui recoupent évidemment nos missions, hein, les missions du musée. Nous sommes un musée d'art, mais aussi, comme vous le savez, un musée d'histoire. Dans l'ouvrage, vous évoquez aussi nombre de sujets, comme les Juifs et l'argent, alors sans embâge, hein, les Juifs et l'argent, Hitler, l'affaire Dreyfus, d'ailleurs nous lui consacrons une exposition dans 2 mois, hein, le 13 mars, Alfred Dreyfus, Vérité et Justice, les protocoles des sages de Sion, la gnose, ça c'est plus inattendu, Golda Meir, pour laquelle vous avez une grande admiration, Internet, Soral, un Drummond 2.0, ai-je noté, ou le pédophile Jeffrey Epstein. C'est un ouvrage très riche, construit de manière assez originale, tourbillonnant, où une idée en appelle une autre, un peu à la manière de Khadgadia, hein, ce conte de Pessard, ou de la comptine, pour ceux qui ne sont pas familiers de Khadgadia, J'en ai marre, Marabout, Bout de ficelle, Selle de cheval, Cheval de course, où les idées s'enchaînent, course à pied, etc. Et nous ne pourrons pas tout évoquer. Alors, première question, est-ce que vous vous souvenez de ce qui a déclenché l'idée de ce livre ? Où et quand avez-vous eu l'idée de cet ouvrage ? Oui, mais alors je ne veux pas révéler de secrets, on va se vous voyez, mais je crois que c'est en partie avec vous lorsque j'ai réfléchi, grâce à vous, Paul Salmona, en privé, je vous appelle mon rabbin, mais en fait, vous m'avez beaucoup appris sur la tâche aveugle des Juifs dans le roman national, et puis par ailleurs, merci infiniment de m'inviter ici pour avoir la première fois la possibilité de parler de ce livre. Et donc, effectivement, c'est dans la Drôme, avec vous, où, si vous voulez, avec ma femme, nous avons décidé effectivement d'acquérir une ferme dans la Drôme,
ce qui m'a permis de devenir véritablement français, en tout cas d'accéder à la naturalisation de manière très concrète. Et ma femme était déjà française depuis quelques siècles. Et alors, il s'est produit quelque chose de très amusant, c'est que je me suis rendu compte qu'à droite, la forêt, puisque c'est une ferme qui est à l'entrée d'une forêt, appartenait à Crémieux. Donc, j'avais un juif à droite, et puis à gauche, il y a un tout petit village qui n'existe quasiment pas sur les cartes, qui s'appelle Ousturci. Et ben, il y a une synagogue du XIVe siècle. Alors j'ai emmené un expert qui s'est montré plutôt circonspect. Dubitatif, oui. Voilà. Oui. Vous m'avez un peu détrompé. Mais effectivement, je me suis dit qu'il y avait là quelque chose d'étonnant dans le fait d'avoir à la fois une obsession pour les juifs, puisque le mot juif est très couramment utilisé dans les actualités. J'en sais quelque chose puisque je lance des journaux depuis 10 ans. Mais dans le même temps, l'histoire juive, et notamment l'histoire juive française, est très méconnue. C'est-à-dire qu'il est possible d'avoir dans un village qui est probablement l'un des villages les plus modestes de la Drôme, une synagogue et donc un peuplement juif ancien, même si ce n'était pas une synagogue. Il devait bien y avoir des juifs quelque part. Et aujourd'hui, on ne le dit pas. Donc, ça a été effectivement une première réflexion qui m'est venue. Et j'ai forgé ce néologisme de judéo-obsession à ce moment-là. Et puis, évidemment, après, il y a eu le 7 octobre. Et le 7 octobre a tout changé. Vous dites que je n'hésite pas à dire que je suis juif. Je faisais des clins d'œil avant. Voilà, c'était quelque chose que j'assumais parfaitement. Mais là, je l'ai dit. Je l'ai dit, et je l'ai dit à mesure que je recevais des mots, comme je le raconte, en fait, il y a très peu de messages antisémites. Il y en a, bien sûr, mais ceux-ci, on les a toujours eus. Ce qui est nouveau, ce sont non pas des messages antisémites, c'est deux types de nouveaux messages. Premier type, des messages extrêmement agressifs où le mot juif n'est pas prononcé, mais le mot sioniste. Et là, ça c'est quelque chose de très clair, c'est datable à partir du 7 octobre. Et aujourd'hui, le mot sioniste est accolé au mot génocidaire. Ce sont des mécaniques automatiques. Avant même la contre-attaque Avant de l'armée israélienne. Je crois que le mot génocide a été utilisé à partir du 10 octobre. Donc on a effectivement quelque chose qui est tout à fait contracyclique. Et la deuxième chose que je note, ce sont des gens qui sont des gens extrêmement, comment dirais-je, candides, et qui envoient des messages pour dire, voilà, mais bon, moi aussi j'ai des passions, j'aime j'en sais rien, le point de croix, faire des gâteaux. Alors vous aussi, apparemment, vous avez des passions, parler de l'antisémitisme, mais vous êtes sur une radio nationale, est-ce que vous ne pourriez pas arrêter et là, il y a effectivement une forme de candeur ou d'illucidité qui m'a paru significative sur l'époque. De fait. Alors peut-être avant de revenir à tous ces points, on pourrait un peu parler de votre histoire familiale, parce que c'est une des choses qu'on découvre évidemment, hein, et qui est extrêmement intéressante. Hein. Vous avez une famille qui vient de Pologne des deux côtés, même si vous êtes né en France. Vous dites, je suis devenu français dans la Drôme. La réalité, c'est que dans la Drôme, vous êtes devenu drômois. Mais français, vous l'étiez par le droit... Vous pensez que je suis drômois maintenant? Oui, c'est ça. Mais vous l'étiez déjà par le droit du sol. Hein. Je ne me trompe pas. Non, non. Et alors, vous avez des formules très fortes. Hein. Je n'étais entouré par aucun vivant, seulement des survivants. Je trouvais la formule assez belle, il faut bien dire. Et vous faites une sorte d'ethnologie, d'anthropologie de ces juifs polonais immigrés en France, d'extrême gauche, enfin communistes ou bundistes. C'est tout à fait passionnant. Vous dites, alors on découvre hein, dans l'ouvrage que vous êtes donc né dans le Marais, donc tout près d'ici, hein, le Pletzel, la petite place en yiddish, avant que cela devienne un fucking zoo. Une fashion week permanente, hein, je vous cite, entre guillemets. Peut-être vous pourriez lire En finir avec le schmattès, hein, c'est pages 50 et 51 vous avez choisi, Paul, de Judéo-obsession. Oui. Alors, bon. C'est mes choix. Hein. Oui. Vous les assumez. Hein. Je les assume, oui, tout à fait. Hop. Comme tout ce qui se fait ici. Hein. Si tu sais coudre,
Tu t'en sortiras toujours. Je ne sais pas coudre ou alors très mal, mais je sais matelasser, étaler sur la table de coupe des feuilles de tissu qui vont devenir les pièces de vêtements à assembler. Je sais même y faire avec des tissus retors comme la panne de velours qui fronce et glisse si tu n'y prends garde. Ce sont Hugues et Manfred qui m'ont appris à préparer le matelas de tissu, puis à mettre le patron sur le matelas, à découper à la scie circulaire au début, au lectra après. La machine faisait tout ou presque, sauf le matelassage. J'étais très fort en programmation du Lectra. C'était pas très compliqué, en fait. D'ailleurs, plus tard, quand j'ai travaillé au Sentier, les informaticiens m'aimaient bien. Ils venaient me voir pour les démonstrations. C'est parce que je suis juif que je me suis retrouvé à faire de la confection. Les chrétiens ont l'obligation annuelle de la confession. Nous, c'est la confection. Pendant de nombreuses années, avant que ne déferle la peste Zara, je parle même pas de l'apocalypse Chine, les principales fêtes juives étaient Kippour, Pessah et le salon du prêt-à-porter. Pourquoi ai-je travaillé au Sentier ? Parce que j'ai fait comme tout le monde, même si je me suis trompé d'un siècle. Chez nous, travailler, ça a toujours été travailler au magasin. Tous les hommes de ma famille savaient manier la 31K15, la machine à coudre qui, pendant la guerre, nous avait sauvé la vie en nous permettant de la gagner. Mon père, ensuite, avait fait pas mal d'argent avec la 31K15. À la Libération, fabriquer des vêtements, disait-il, c'était comme imprimer des faux billets. Tout se vendait. Dès qu'on trouvait une pièce de tissu, on la coupait. Une robe en tweed, un par-dessus en toile de parachute, une redingote dans du tissu en mohair. En matière d'avenir, qui n'avait qu'un choix, confection pour hommes ou confection pour femmes. Merci beaucoup. Alors, vous décrivez ce milieu qui est essentiellement dans la confection. Vous décrivez avec beaucoup d'émotion le sauvetage de votre mère et de votre tante en 1944. Oui, parce qu'en fait, lorsqu'on est enfant, j'imagine que vous avez ces souvenirs précis, Paul. On ne sait pas qu'on appartient à une famille singulière. Et donc, il m'a fallu gagner de l'âge pour me rendre compte que finalement, tout le monde ne travaillait pas dans le schmattès, que tout le monde n'allait pas, ou plutôt refusait d'aller à la synagogue alors qu'il devait y aller. Enfin bref, c'est ça la singularité. Et comme je ne m'en suis pas rendu compte suffisamment tôt, je me suis retrouvé à travailler dans le schmattès, qui n'était probablement pas mon souhait initial. Et ça, c'est un destin que beaucoup de juifs ont connu, mais ont connu 50 ans auparavant. Des gens comme Grimbert, comme Bobert ont connu ça. Et bon, oui, c'est le milieu de Jean-Claude Grimbert ou de Robert Bobert, qu'on le connaît bien ici. Oui. Donc, effectivement, c'est ce milieu-là, sauf que je l'ai fait avec 50 ans de retard. Et donc, je me suis retrouvé dans le Sentier, et, ce qui était un monde très bigarré, très séfarade. Hein. C'est bien aussi, les séfarades, mais c'était quand même très séfarade. Il dit ça pour pas que je m'en aille tout de suite, en fait. Hein. J'ai dit que c'était bien aussi. Mais à côté de cela, effectivement, c'était d'une part très éloigné de ce que je voulais faire et d'autre part quelque chose qui ressemblait à une forme d'étrangeté. Et je me suis rendu compte, en écrivant ce livre, qu'en fait, la meilleure manière d'évoquer ce qu'était l'obsession de l'histoire juive, d'une certaine histoire juive, c'était de prendre le cas que je connaissais le mieux, autrement dit le mien, et de se dire que finalement, ça n'était pas si banal que ça, d'être élevé avec toute une série d'histoires qui étaient des histoires qui sont des histoires en réalité atroces, qui sont des histoires affreuses, notamment ma tante que je vois et ma mère qui ont passé la ligne de démarcation. Et alors, Yvan Jablonka, dont je suis très proche, a écrit l'histoire de ses grands-parents qu'il n'a pas connus. Il l'a fait en historien. Moi, justement, je me suis dit que d'abord, je ne suis pas historien, et ensuite que ce qui m'intéressait, en fait, c'était de voir quels étaient mes souvenirs, qui sont des souvenirs que j'ai mêlés. Alors, par exemple, j'ai construit dans ma mémoire 2 histoires en une. Ma tante et ma mère ont franchi la ligne de démarcation alors qu'elles étaient l'une une enfant de 12 ans, l'autre qui avait 5 ans de moins. Je ne me suis pas trompé sur les dates, hein. Presque, bon. Mais en tout cas, il y avait 2 enfants qui se sont retrouvés à passer la nuit, la ligne de démarcation, avec un passeur, avec une femme qui pleurait parce qu'elle avait des escarpins et qu'elle n'arrivait pas à marcher. Enfin, voilà, ça c'est une première histoire qu'on m'a racontée quand j'étais petit. Et la seconde histoire, c'est la fois où
ces deux mêmes enfants ont fui l'endroit où elles étaient cachées par des sœurs pour se retrouver dans la forêt à la recherche d'une ferme dont elles ignoraient l'endroit, bref, dans un monde complètement effrayant. Et je me suis dit que cette expérience était une expérience singulière, non seulement évidemment celle de devoir franchir une ligne de démarcation sans ses parents, mais aussi celle d'être élevé avec ces histoires qui sont des histoires répétitives, obsessionnelles et des histoires proprement effrayantes. Il y avait là, à mon avis, une caractéristique, alors que probablement les petits Cambodgiens, les Hutus, enfin bref, j'imagine qu'il y a une forme d'universalité des seconde et troisième générations, mais que ça avait été peu raconté. Oui, ce qui est très frappant, c'est chez vos parents et leurs proches, c'est l'omniprésence de la mort et du souvenir de la mort. De la mort et des morts. Et des morts. C'est-à-dire que là aussi, je pense que nous vivons dans une période qui est extrêmement paradoxale. Dans quelques jours, on va commémorer la libération d'Auschwitz, mais dans le même temps, alors même qu'il n'y a pas je veux dire, dans la population majoritaire, alors même qu'il n'y a pas de contestation du caractère infiniment particulier de la Shoah. La Shoah est même retenue comme un événement tellement singulier que ceux qui aujourd'hui détestent les Juifs l'utilisent et l'instrumentalisent pour le retourner contre les Juifs. Donc là-dessus, il n'y a pas de contestation. Alors même qu'il y a ce fait-là, eh bien, l'existence des personnes qui ont vécu cette période-là, la manière dont la trace culturelle de la Shoah peut aujourd'hui constituer la culture juive, ça c'est quelque chose qui est aujourd'hui non seulement contesté, mais même discuté, puisque les Juifs qui étaient jadis perçus comme étant des victimes évidentes sont aujourd'hui perçus comme étant, à l'inverse, des persécuteurs en puissance ou des persécuteurs tout court. Alors, ce qui est très frappant justement dans le milieu que vous décrivez, c'est qu'ils sont très résilients, comme on dit maintenant. C'est assez époustouflant, en fait, hein, en dépit de ce qu'ils ont traversé. Alors, ils sont résilients si on considère que la normalité est la normalité freudienne, c'est-à-dire produire et se reproduire. À cet égard, ce sont des gens normaux, mais vous et moi qui les connaissons bien, ces gens-là, on sait bien qu'il n'y avait quasiment aucune personne normale parmi ces survivants. Et je sais que ma famille n'est pas très contente de la manière dont je raconte les choses, mais je n'ai pas tout dit, parce qu'en réalité, il y avait chez chacun de ces personnages des névroses, des psychoses, des manières d'envisager la vie. Je ne suis pas du tout psychiatre, mais on voit bien que cette situation extrêmement particulière a créé une configuration et un ethos tout à fait singulier que l'on retrouve d'ailleurs dans différentes familles. Oui, alors il y a aussi des passages très drôles. Il ne faudrait pas qu'on pense que le livre est sévère. Hein. Il est très dense, mais il y a des passages très drôles. Celui où vous décrivez la carpe farcie. Hein. La carpe farcie, alors je vous cite, hein, n'est pas seulement immangeable. La seule manière de l'absorber est de masquer son goût avec une substance plus forte et plus abondante, d'où l'invention du réfort, qui, en brûlant le palais, parvient à colorer la nullité gastronomique de la carpe. Hein. Oui, on peut applaudir, je pense. Hein, on peut, si vous n'êtes pas d'accord. Parce que là, il y a des gens qui aiment la carpe farcie. Non, mais alors, je sais que mon frère en fait. Je vous explique. À chaque présentation de 16 ans devant les amis du musée, hein, on fait ça deux fois par an dans cette salle. Et il y en a certainement un certain nombre dans la salle. Je fais des plaisanteries de mauvais goût sur la carpe farcie. Donc j'étais très content de trouver, et sur la cuisine ashkénaze d'une manière générale, hein, mais qui n'est pas ma culture. Voilà. C'est-à-dire qui n'est probablement pas de la cuisine en vérité, mais on va s'arrêter là. Non, c'est évidemment une plaisanterie, je sais. Bon, en tout cas, mon avis n'a aucun intérêt ce soir. Donc il y a un restaurant très à la mode et très cher à côté d'ici qui sert maintenant de la nourriture ashkénaze. Comme quoi, en fait, tout peut être à la mode, y compris des choses immangeables. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Alors, dans la narration aussi que vous faites de votre famille, il y a quelque chose qui est très émouvant. C'est la description de ces métiers qui sont presque tous dans le schmattès, dans la confection, et où les uns et les autres, alors que les uns et les autres auraient aimé faire
autre chose, hein, et qui sont, pour un certain nombre de raisons, probablement très contingentes, restés dans la confection. Et notamment, votre père aurait voulu être journaliste et vous l'êtes devenu. J'ai trouvé ça très, très, très touchant, en fait. Mais là aussi, c'est un monde. Je pense que, alors, ça a été raconté par Grimbert, notamment par Baubert, etc. Mais c'était un monde très étonnant, parce que je me souviens de Joseph qui était à la machine, qui disait Tolstoï. Je me souviens du chef d'atelier qui faisait une sorte de petit journal. Je ne sais plus s'il était en yiddish ou en français. Il était en français. Donc c'était des gens qui à la fois... Vous écrivez qu'il est en yiddish, hein, de mémoire. Bon. Mais c'est pas moi l'auteur. Hein, mais à la limite, justement, c'est ce que j'ai voulu vraiment restituer, c'est la manière dont un enfant voyait ce monde-là et s'est rendu compte progressivement que ce monde-là n'était pas un monde normal, que c'était pas nécessairement normal de travailler à la machine à coudre et de lire Tolstoï. Donc c'était à la fois un monde qui était un monde incroyablement érudit et qui avait été obligé, du fait de la guerre, d'avoir une activité qui était une activité commerciale. Et je me souviens d'ailleurs, le médecin de la famille m'avait dit une phrase désespérante. Il m'avait dit « Depuis quand on fait ce qu'on veut dans la vie ?» Et c'est comme ça que je m'étais retrouvé au sentier, alors que, effectivement... Bon. Alors parlez-en justement, parce que la City habille les femmes nues. Moi j'ai un vague souvenir, j'imagine que dans la salle aussi, vous êtes quelques-uns à vous en souvenir. Qu'est-ce que vous faisiez? Parce qu'on avait dépensé beaucoup en publicité, donc alors, si vous vous en souvenez pas, ça servait vraiment à rien, quoi. Et donc je me suis retrouvé dans une petite société qui s'appelait La City à l'époque, et cette petite société est devenue une grosse société. Au début j'y étais parce que j'étais à peu près le seul à avoir le bac. Je devais être le seul à avoir le bac, à parler anglais, enfin voilà, à être capable de faire une lettre et à être capable de me débrouiller avec des choses un peu administratives. Et la société a grossi de manière assez rapide, si bien que je me suis retrouvé à avoir 2 vies, puisque j'étais déjà en thèse de sociaux. Donc j'étais en thèse de sociaux la nuit, les vacances, ce qui n'était pas très confortable. Et je travaillais au Sentier par ailleurs. Et c'est là où j'ai fait une thèse de sociaux sur les modèles explicatifs de l'antisémitisme. Et là, effectivement, je n'ai dû mon salut, ce qui est assez paradoxal, qu'à la faillite de cette entreprise, puisque sinon, je pense que j'y serais encore. Oui, vous l'écrivez, hein, je serais encore à négocier avec le Trésor public et le commissaire aux comptes, à fuir les clients ou à leur courir après. Oui, parce que de temps en temps, ils ne payaient pas, puis de temps en temps, c'était nous qui ne payions pas. Alors, voilà, il fallait courir à intervalles réguliers, mais surtout dans des sens opposés à chaque fois, vous voyez, Paul. Je vois. Alors, peut-être dernière référence à la Yiddishkeit parisienne. Vous écrivez « J'ai toujours considéré que Charlie Hebdo, dont vous êtes un collaborateur maintenant... » Je l'ai été. Vous l'êtes plus, d'accord. Je ne l'ai plus. Était un peu l'équivalent de la Neue Presse. Un journal yiddish écrit par des gens morts pour des gens morts, mais un journal qu'il fallait faire paraître coûte que coûte pour faire comme si rien ne s'était passé, ou plutôt que les morts étaient encore parmi nous. Voilà, mais donc effectivement, bon, je suis entré dans l'équipe de Charlie juste après l'attentat. En fait, je devais y entrer avant, et puis Charb a déconné, il m'a pas appelé, etc. Et puis bon, la suite de l'histoire, vous la connaissez. Donc j'ai rejoint l'équipe de Charlie juste après l'attentat, ce qui était une atmosphère complètement délirante. C'est-à-dire que à l'époque, le journal avait déménagé dans les locaux de Libé, on était entouré, mais physiquement, par des policiers tenant des fusils mitrailleurs, enfin, non pas comme on voit dans la rue, mais vraiment des gros fusils mitrailleurs comme on voit dans les films de guerre. Donc il y avait une dimension complètement folle, et j'étais très bien là-bas. Et je me suis dit que j'étais tellement habitué par l'atroce, que les histoires qu'on m'avait racontées, que j'étais devenu une sorte d'atrocitologue, et que finalement, cette atmosphère qui était épouvantable était une atmosphère assez familière. Et finalement, au fur et à mesure que le journal s'est normalisé, c'est là où j'ai eu quasiment un sentiment d'étrangeté, où ça n'était plus tellement mon monde. Et là aussi, j'ai retrouvé finalement une logique et un ethos de rescapés, puisque tous ces gens-là étaient des rescapés.
Et vos parents lisaient d'ailleurs après ça? Mes parents lisaient. Qui était donc le journal yiddish d'inspiration Mes grands-parents communiste, hein. surtout le lisaient, parce qu'il y avait l'obstacle de l'alphabet. Euh, et il y avait effectivement cette langue-là qui était la langue maternelle de mes parents et qui était la langue qu'ils employaient lorsqu'ils voulaient ne pas être compris. Vous la parlez? Non, pas du tout. Vous la comprenez? Je comprends quelques mots, je comprends les intonations, mais rien de plus. Alors, il y a une dernière chose que j'ai trouvée très, très touchante aussi. Vous affirmez que vous n'avez pas honte d'être ce qu'Annie Ernaux appelle un transclasse. Et que vous n'avez jamais été embarrassé par les manières modestes, en fait, de vos parents. Oui, ça n'a pas plu du tout dans la famille, hein, ce passage-là. Oui, alors, donc, effectivement, rétrospectivement, bon, ma famille est typique de ces familles du shtetl, c'est-à-dire que mes deux grands-parents ont appris à lire dans la rue. L'un a décidé, puisqu'il n'est arrivé qu'en 1920 en France, de ne pas apprendre le français. Et il est mort à 108 ans, donc il a décidé en fait que pendant 89 ans, c'était pas la peine de parler français, alors même qu'il vivait en France. Donc c'est un milieu qui, du point de vue de ce que Bourdieu, Nathalie et Eva sont là, voilà, on pourrait le dire mieux que moi, qui du point de vue de leur capital culturel était un capital à cet égard assez faible et un capital social extrêmement faible aussi pour la génération de mes grands-parents. Et mon père, lui, a regretté de ne pas pouvoir faire d'études. Je pense qu'il aurait beaucoup aimé être journaliste, mais il a été éduqué par l'Ort qui lui a donné un CAP d'ajusteur-fraiseur, ce qui est... L'ORT, il faut expliquer peut-être. Oui, Le monde ne sait pas. Beaucoup d'entre vous savent, mais oui, l'ORT... l'organisation reconstruction travail. Voilà, l'organisation reconstruction travail, qui existe encore d'ailleurs, qui Absolument. donne, voilà, on peut donner sa taxe d'apprentissage à l'ORT, qui est une école qui s'est beaucoup chargée de trouver un métier aux jeunes juifs, et notamment dans la période où il fallait leur donner des études accélérées, donc dans l'immédiate après-guerre. Et ce qui m'a paru particulier lorsque cette notion de transfuge de classe est arrivée, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, je n'avais jamais eu honte des miens, alors même que leur manière était extrêmement frustre et que dans ma belle famille, on considère que même moi, je n'ai pas encore appris vraiment à mettre des chaussures. Puisqu'ils sont plus éduqués que nous. Et c'est donc là où je me suis rendu compte que tout ce discours sur les transfuges de classe était un discours que j'ai trouvé parfaitement étonnant. Je me suis dit, mais pourquoi Annie Ernaux, Édouard Louis, tous ces gens-là, je ne doute pas de leur sincérité, réfléchissent sur la honte qu'ils ont vis-à-vis de leur milieu d'origine et la honte de leur honte, alors que moi, je n'ai aucune honte, j'ai pas de fierté particulière, peut-être un peu si d'ailleurs, peut-être un peu une fierté, fierté quand même d'avoir eu donc une famille qui a eu un destin à la fois tragique, mais du coup aussi un destin pas banal. Alors, peut-être pour terminer avec la famille, il y a un dessin de Dov Horner qui orne, sans jeu de mots, hein, la couverture. Je le montre. Vous nous en dites un mot? Oui, alors c'est donc dans ma famille, il y avait cet homme qui est mort il y a quelques mois. Il est mort très âgé. Donc cet homme était un artiste qui ne s'appelait pas Dov Horner, mais Bernard Herner. Et lui aussi était caractéristique de cette génération. Donc il est mort à 94 ans, très âgé. Et il a été orphelin à l'issue de la guerre. Ses deux parents ont été déportés et sont morts en déportation. Et après-guerre, l'Ort lui a permis de devenir fourreur, ce qui était complètement délirant quand on connaissait mon oncle, puisque c'est quelqu'un qui était incapable de voir du sang, enfin bref, qui était probablement l'être le moins capable de devenir fourreur dans sa vie. Et cet homme est devenu... C'est quoi le rapport entre le sang et la fourrure? Je sais pas, il y a quand même quelque chose d'assez morbide, non, dans la fourrure? Un animal, vous voulez dire avant? Oui. Ah d'accord. Je pense qu'il faut vouloir travailler avec des animaux morts.
Donc, enfin, en tout cas, il n'est pas resté fourreur très longtemps, puis il a émigré en Israël où la fourrure se vend mal, je crois. En revanche, il a rejoint un kibbutz, le kibbutz Ratzor, et là, il a partagé son temps entre la plonge et la pratique artistique. Et c'est devenu un artiste qui a été plutôt connu en Israël. Et cet homme était plus qu'obsédé par la Shoah, puisque pendant des périodes qui étaient des périodes extrêmement compulsives, il dessinait Hitler. Et il dessinait Hitler avec des porte-jartelles, il dessinait Hitler dans des poses scatologiques, il dessinait Hitler en train de jouer au foot, jusqu'à faire une exposition à Tel Aviv qui s'est intitulée My Friend Hitler. Et alors évidemment, lorsque les gens ont vu qu'à Tel Aviv, il y avait une exposition qui s'appelait My Friend Hitler, certains ont prévenu la police. Alors la police est arrivée pour essayer d'arrêter cet homme, mais ils se sont rendus compte que cet homme était assez âgé, et que ça allait être compliqué de l'emmener au poste, et puis ils n'étaient pas certains de savoir pour quel motif, d'ailleurs, ils pouvaient le coffrer. Et puis, par ailleurs, mon oncle disait que, au vu de ce qu'Hitler lui avait fait et avait fait au sien, il avait tout à fait le droit de l'utiliser de quelconque manière. Et pour moi, cet homme incarne parfaitement la judéo-obsession, c'est-à-dire qu'il n'a pensé qu'à cela. Et je me souviens de ma tante, qui, elle, était une sabra, qui me disait que, bon, certains jours, c'était particulièrement pesant. C'est pas celle qui est là ce soir. Non, ce n'est pas, malheureusement, elle ne peut plus être là. Et mon oncle est mort et elle aussi. Et le dessin que j'ai reproduit est un dessin tout à fait étonnant. C'est-à-dire qu'il a reproduit. Enfin, on le voit à l'écran. Hein. Il ne s'agit pas d'une reproduction d'ailleurs, mais il a fait des dessins. Donc, il a fait à la fois cette série de dessins sur Auschwitz et une série de dessins sur Buchenwald. Il appelait ça Kibbutz Buchenwald. Et alors, on voit ça, on voit ces jambes de femmes, si bien que dans mon équipe où on est très MeToo, on m'a dit, mais tu peux pas mettre quand même ce dessin, parce qu'il y a des jambes de femmes avec Auschwitz. Mais je pense que justement, c'est parce qu'il y a ces jambes de femmes, c'est-à-dire qu'il y a une dimension très étonnante où on plonge dans les méandres de l'être humain. Alors, je ne suis pas psychanalyste, mais une obsession, c'est aussi une obsession qui a des ramifications sexuelles de manière complexe, sans que je sois capable d'ailleurs de les décrypter, mais elles étaient là chez mon oncle et je crois qu'elles sont à leur place. Bien. Alors... Donc ça s'intitule donc Judéo-obsession, hein, on y revient. Et vous écrivez « Moi je suis un juif obsédé par les juifs ». Et oui, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que c'était effectivement quelque chose de central et d'essentiel, que cela m'avait fourni une matrice pour voir le monde, même si je ne suis pas un juif croyant, et que cela occupait une place essentielle. Donc j'ai travaillé au Sentier, ce qui était un métier de juif. J'ai fait ma thèse sur l'antisémitisme. Et je me retrouve finalement aujourd'hui, et c'est assez paradoxal, à brasser des sujets juifs, puisque je pense qu'en grande partie, si je parle tant des juifs, c'est parce que, hélas, l'actualité est en grande partie juive. Et donc, il y a peut-être plus de bouddhistes en France. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous savez ça, Paul. Moi, je réfléchis à ça. Je me suis dit qu'il y avait peut-être numériquement plus de bouddhistes en France que de juifs. Bon, la première religion, on sait laquelle elle est. La deuxième aussi. Pour la troisième, je suis sûr que c'est plus disputé que ça. Et pourtant, je n'ai jamais eu à faire quoi que ce soit aux informations sur le bouddhisme en France. Le judaïsme en France est différent. C'est présent de manière beaucoup plus régulière, et ce mot juif est un mot qui est un mot obsédant non seulement pour moi, mais aussi pour les autres, d'où ces judéo-obsessions au pluriel. Oui, alors c'est pas la même obsession, hein, malgré tout. Non, ce n'est pas la même obsession. Alors avant de venir à l'autre obsession, parce qu'au fond, l'une est un peu la cause de l'autre, si on vous lit bien, hein, si on vous comprend bien, ce serait peut-être intéressant que vous lisiez la page 70 où vous décrivez l'atelier de vos parents. Ça complète un tout petit peu la description de la précédente.
La nécessité d'une sociologie de l'antisémitisme m'est apparue alors que je devais avoir environ 3 ans, même si son élaboration m'a demandé ensuite une bonne dizaine d'années de plus. C'est à cet âge-là que j'ai découvert ce qu'on a appelé la rumeur d'Orléans. Il faut dire que je passais beaucoup de temps au magasin de mes parents, eux-mêmes y passant tout leur temps. Dans ce lieu situé rue de Turenne à Paris, ils fabriquaient des vêtements pour femmes sous la marque Elbertex, Albert Textile, une belle créativité pour une belle enseigne. Toute la famille y travaillait, ma mère faisait les modèles, ma tante assurait la direction commerciale, moi je jouais avec les rouleaux de scotch et mon père faisait de la politique sur le perron. À cette époque, dans les années 70, la France des grandes villes possédait des boutiques de mode pour femmes qui allaient s'approvisionner en marchandises à Paris dans différents magasins, dont celui de mes parents. 36 000 communes, 36 000 boutiques de prêt-à-porter. Pratiquement tout ce petit monde, commerçants, fabricants, marchands de tissus, étaient juifs, sauf Marcel Aubouton qui vendait... Alors, il y a des gens qui n'ont pas compris, en fait, elle vendait des boutons. Ce monde-là était à la fois un monde de petits boutiquiers et d'artisans très politisés, tous grands lecteurs. Je me souviens de discussions terribles après la mort de Khrouchtchev, mon père s'engueulant avec Revel, ancien résistant nommé en réalité Bernard Zuckerman, qui milita jusqu'à sa mort au PCF, vendant l'Humanité chaque dimanche avec Herman, le chef coup de peur qui publiait un journal dont il était le principal rédacteur, et Joseph, le machiniste, qu'il lisait en cousant à la machine. Alors, on conçoit que vous ayez élaboré une obsession pour les Juifs, parce que c'est quand même un milieu très prégnant. C'est un milieu très prégnant, mais encore une fois, c'est probablement en écrivant ça que je me suis rendu compte de l'étrangeté de tout cela. C'est-à-dire du caractère quasiment impossible à imaginer pour des gens qui ne l'auraient pas vécu, ce petit monde qui est un monde aujourd'hui complètement disparu, puisqu'on ne fait plus des vêtements de la même façon, et même s'il reste du textile rue de Turenne, on n'est plus du tout sur ces process-là. Voilà, je me suis dit que ça méritait d'en parler. Oui, c'est extrêmement émouvant et intéressant. Alors, on reviendra sur la rumeur d'Orléans au chapitre suivant, si j'ose dire. Vous vous désolez du fait que l'histoire des Juifs de France ne soit pas connue. Vous en parliez tout à l'heure à propos de la synagogue de... Et à propos d'un livre que vous avez fait et qui m'a largement ouvert les yeux, parce que c'est vous qui avez nommé quelque chose que j'avais lu chez Poliakov. Poliakov, donc le grand historien de l'antisémitisme, dit que Brodel lui avait dit en substance que tant qu'il travaillerait sur l'antisémitisme, il ne ferait pas carrière, que ce n'était pas un... Vous n'avancerez pas chez moi. Voilà. Et en fait, je me suis rendu compte de cela en faisant ma thèse sur les modèles explicatifs de l'antisémitisme, puisque c'était quelque chose de complètement insensé, c'est-à-dire que les études juives ne voulaient pas de moi, puisqu'elles considéraient à l'époque que la question de la sociologie de l'antisémitisme ne relevait pas des études juives. Depuis, il y a eu un changement de doctrine, mais à l'époque, c'était quelque chose de très affirmé. Je n'ai dû qu'à Pierre-André Taguieff et à Raymond Boudon le fait de pouvoir faire ce travail. Boudon étant un sociologue dit de droite très opposé à Bourdieu, Boudon n'ayant absolument aucune connaissance de l'antisémitisme, c'était pas du tout dans son registre, mais comme c'était un homme extrêmement libéral, il m'a laissé faire. Et en fait, je me suis rendu compte que, en lisant, même dans la biographie que Le Goff a fait de Saint-Louis, il y a une vingtaine de pages sur le brûlement du Talmud à Paris. Livre qui doit faire 800 pages. Donc, et il y a une disproportion, si vous voulez, entre l'importance de l'histoire juive en France, je dis, mais vous pourriez le dire mieux que moi, et la disparition totale de ce thème. Et j'ai entendu récemment un professeur, dont je ne citerai pas le nom, professeur extrêmement construit et articulé, qui expliquait que les Juifs que si l'antisémitisme persistait, les Juifs allaient retourner de là où ils étaient partis, sans se rendre compte, en fait, en disant cela, qu'ils niaient l'existence d'une vie juive en France depuis des siècles. Oui, à peu près 2000 ans.
Donc vous avez consacré votre thèse à ce sujet. Il y a des pages très éclairantes dans le livre. Notamment, vous citiez à l'instant Poliakov, et vous refaites en fait une brève histoire de la haine anti-juive, pour ceux qui n'ont pas lu les 3 tomes de Poliakov. Alors vous revenez sur la profanation de l'hostie. Moi j'ai été très intéressé par l'analyse de la fortune, entre guillemets, qu'a eu le thème de la profanation de l'hostie dans le monde chrétien médiéval. Oui, alors... Ça nous intéresse particulièrement parce qu'il y a, pas très loin d'ici, rue des Archives, l'église des Billettes, qui a été construite sur l'emplacement d'une prétendue profanation de l'hostie. Oui, j'ai décidé effectivement de faire ma thèse en prenant une période qui est la période du XIIIe siècle, qui est une période extrêmement importante parce qu'il y a un concile qui est le concile de Latran IV en 1215, qui est un concile qui, à mon avis, partage l'histoire occidentale en deux de ce point de vue-là. Alors, c'est un concile qui prend énormément de décisions, mais il prend beaucoup de décisions sur les Juifs et il prend beaucoup de décisions sur la confession annuelle des fidèles et sur le dogme de la transsubstantiation de la matière, donc l'idée que le Christ est réellement présent dans l'hostie et que ça n'est pas seulement une présence symbolique. C'est ça, en fait, l'un des enjeux de ce concile. Et à l'époque, on rigole pas avec les conciles. C'est-à-dire que si vous n'étiez pas d'accord avec la réelle présence du Christ dans l'hostie, vous finissiez mal, sans vous faire de dessin. Donc, il ne s'agissait pas, en fait, d'un simple point de vue ou d'une simple opinion. Et j'ai notamment étudié donc les histoires, les récits de profanation d'hostie, qui sont des récits extrêmement... formalisées, c'est-à-dire que ces rumeurs, elles vont se répandre en Occident, alors de l'Angleterre à l'Allemagne, avec à chaque fois des procès, des accusations, et puis généralement des condamnations et des exécutions de juifs. Et donc il y a effectivement un miracle qui s'est déroulé non loin d'ici, qu'on appelle le miracle des Billettes, et qui retrouve toutes ces caractéristiques. Et alors, pourquoi je me suis intéressé à ces questions de profanation d'hostie ? Parce que je pense que ce qu'il y a de plus intéressant dans les accusations anti-juives, ce sont les accusations chimériques. Les accusations chimériques, c'est-à-dire qu'on peut, par exemple, accuser les juifs d'être extrêmement riches. Alors ça, c'est une accusation qui, sur le plan sociologique, peut être infondée, mais ne relève pas d'un imaginaire délirant. Lorsqu'on les accuse d'avoir des sabots, d'avoir une queue, d'être hermaphrodites, là, on arrive dans un imaginaire délirant. Et le Moyen-Âge est extrêmement riche en accusations chimériques. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est de voir ces accusations de profanation d'hostie qui sont extrêmement riches en signification, puisqu'elles permettent à la fois d'accuser les Juifs, de prouver leur caractère diabolique, de prouver la véracité du message christique par rapport à la profanation d'hostie, et finalement, elles enseignent le dogme par l'exemple. Puisque si le juif tente de profaner une hostie et si le Christ sort de l'hostie, ou si au moment même où le juif essaye de couper l'hostie en deux, celle-ci saigne, eh bien on se rend compte que le Christ est réellement présent là-dedans. Et alors ce qui est particulièrement intéressant, mais je n'ai pas vraiment de réponse d'ailleurs à cela, je pense qu'il faut être assez humble par rapport aux rumeurs, c'est que si vous voulez, ces topoi, comme on dit, sont des topoi qui sont formés de manière assez ancienne. C'est-à-dire qu'en fait, si on faisait la genèse de ces topoi, il faudrait même aller avant le Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'on commence à voir un certain nombre d'accusations anti-juives, de barbarie, disons, dans l'Antiquité tardive. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'on voit que ces topoi existent tous aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Il y a quelques jours, la synagogue de Montpellier a été profanée et sur les murs, on a pu lire des inscriptions avec marqué « Juifs, violeurs, pédophiles ». À ma connaissance, il n'y a pas eu d'affaire de pédophilie impliquant des Juifs récemment. Je mets Epstein de côté. On sait que c'est un topos qui est utilisé, par exemple, par QAnon, de manière directe ou indirecte, donc cette secte américaine qui est très présente dans l'entourage de Trump. Mais en fait, c'est pas tellement ça la question qu'il faut se poser. La question, c'est de savoir pourquoi ce message a une efficacité véritable. C'est-à-dire pourquoi certains topos, c'est-à-dire si vous accusez
les juifs de pédophilie, d'en vouloir aux enfants, de frapper les enfants, ce message est efficace. Si par exemple je disais que les juifs font tomber les avions, a priori, ça ne fait pas sens, ça n'a pas d'efficacité. Ça veut dire qu'en fait, sur la longue période, il est tout à fait possible, et j'essaye de le faire, je n'ai pas de prétention à l'exhaustivité, mais il est tout à fait possible de résumer un certain nombre de topoi qui ont une force particulière et qui finalement racontent l'histoire de l'antijudaïsme et de l'antisémitisme. Oui, d'ailleurs, vous, à propos de ces lieux communs, vous citez ce qui s'est produit au moment du Covid avec Agnès Buzyn et son mari. Voilà, ça c'est tout à fait caractéristique parce que, en fait, si vous voulez, l'une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, c'est que donc j'assiste au journal chaque jour et je m'étais lancé dans un petit jeu. À chaque fois qu'il y avait le mot juif dans l'actualité, je le notais. Alors pas quand il y avait le mot juif parce qu'on parlait d'Israël, parce que ça c'est quelque chose de logique. Mais je notais quand il y avait le mot juif lorsqu'il n'était pas question d'Israël, lorsqu'il n'était pas question de juifs. Par exemple, vous vous souvenez, à l'époque des Gilets jaunes, il y a eu un épisode où on a commencé à parler des Juifs. Au moment du Covid, on a commencé à parler des Juifs, alors que les Gilets jaunes, ils luttaient pour une taxe sur l'essence. Le Covid, c'était un virus qui, à ma connaissance, n'était pas juif, n'était pas né particulièrement en Israël, enfin bref, n'avait rien de juif. Et au moment des insultes lancées contre Agnès Buzyn, eh bien, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était tout simplement le topos de la juive empoisonneuse qui ressurgissait. Et que ce topos-là, eh bien, on l'avait fait sur Agnès Buzyn, alors que, par exemple, Véran, à qui on a donné un certain nombre d'insultes, lui n'a pas été exposé de la même façon aux mêmes critiques. Alors on pourrait revenir aussi sur l'analyse que vous faites des réflexions sur la question juive de Sartre. On pourrait évoquer Edgar Morin. Peut-être revenons un peu sur la rumeur d'Orléans, parce que là, en l'occurrence, la rumeur d'Orléans, c'est simple. En l'occurrence, vous étiez aux premières loges, compte tenu des activités familiales. Voilà, c'est-à-dire, je raconte cette histoire parce que j'avais été très frappé par cette histoire-là. Donc, bon, j'imagine que vous savez tous ce qu'a été la rumeur d'Orléans, donc une accusation dans la ville d'Orléans que les commerçants juifs, donc tous dans le prêt-à-porter, avaient conçu des stratagèmes. Les femmes arrivaient dans les cabines d'essayage, puis elles étaient endormies, et alors dans des souterrains, on les emmenait, et ensuite elles se retrouvaient prostituées dans des pays lointains. C'est une rumeur à laquelle mes parents ont assisté aux premières loges, puisque cette rumeur, elle était lancée contre leurs clients. Et il y a eu des moments paroxystiques où ces gens ont failli être lynchés et ont été obligés de baisser leurs rideaux pour échapper donc à une foule qui était furieuse, puisqu'elle voulait retrouver les femmes ou se venger des femmes, etc. Et je pense que mon père s'en est voulu parce que il n'avait pas saisi la gravité de l'affaire. À l'époque, il n'y avait évidemment pas Internet, il n'y avait pas les téléphones portables, et il ne s'est pas rendu compte qu'on était à ce niveau-là de colère, de violence. J'imagine ce que ça serait devenu si ça s'était déroulé aujourd'hui avec Internet, etc., sachant que ce type de rumeur, c'est exactement ce qu'on évoquait tout à l'heure avec la force des topoi antisémites. C'est-à-dire que là, on retrouve tout. Alors, en particulier, la sexualité diabolique du juif, ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel au Moyen-Âge. C'est quelque chose qui a été assez utilisé par les nazis, qui a disparu ensuite et qu'on voit ressurgir. On l'a vu ressurgir à la faveur, par exemple, de l'affaire Epstein, ce que je raconte dans le livre. Vous voyez, ça, c'est quelque chose de particulièrement caractéristique. Pour le dire en quelques mots, Epstein, a eu un comparse en France, un comparse qui n'avait absolument rien de juif, et je vois un jour... Gérait une agence de mannequins. Hein. Oui, gérait une agence de mannequins. Et un jour, je vois sa photo dans le JDD, et il avait une casquette de Tzahal. Je me dis, tiens, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Pourquoi ils l'ont choisi? C'était avant que le JDD ne soit racheté par Bolloré. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait avec une casquette de Tzahal?
Alors, j'écris un papier pour dire, voilà, c'est quand même curieux, ce monsieur, il n'a pas de... à ma connaissance, il n'est pas gradé dans l'armée israélienne, il n'est pas israélien d'ailleurs, il a un nom parfaitement français, donc pourquoi l'iconographe du JDD l'a choisi avec ça? Parce que quand on voit quelqu'un avec une casquette de Tzal et qu'on est iconographe, bon, on sait ce qu'on fait, quoi. Et j'ai reçu une lettre assez peu aimable d'un auditeur qui m'a dit « Mais enfin, vous savez très bien la vérité, ce monsieur, en fait, son vrai nom, c'est Ben Shimol. Et en fait, il est juif. » Et j'ai commencé à chercher et je me suis rendu compte que... C'est pas l'iconographe, là, c'est le comparse d'Epstein. Le comparse d'Epstein. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, cet homme était extrêmement présent sur tous les réseaux complotistes et on lui avait fait une identité juive. Donc j'ai appelé son avocat, qui s'appelait Chish Porchish, donc lui qui était juif, en lui disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce qu'il est juif, cet homme ?» Et il m'a dit « Mais pas du tout, ce type est absolument pas juif. » Et d'ailleurs... en prison, il me dit Maître, j'ai déjà beaucoup de problèmes et en plus on me traite de juif. Et alors, bon, après, cet homme s'est suicidé, ce qui a encore relancé la machine à rumeurs. Mais vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a comme ça une série de topoïs dans l'antisémitisme qui ont une efficacité redoutable sans qu'on puisse réellement, en fait, expliquer pourquoi. Il fonctionne, mais on ne sait pas forcément pourquoi. Enfin, c'est-à-dire, sauf à se lancer dans des spéculations sur le plan de la sociologie cognitive ou ce genre de choses. Moi, je ne serais pas capable je n'ai jamais lu d'explication véritablement convaincante de ça. Alors, il y a un autre passage très intéressant sur le regain de l'antisémitisme, c'est tout ce qui a trait à la pop culture, en fait, hein, aux réseaux sociaux, aux stand-uppers, et à une émergence d'un discours qu'on n'aurait pas connu autrement. Mais oui, puisque là, si vous voulez, c'est l'une des caractéristiques du moment présent. Vous vous souvenez peut-être de l'époque où sur Google, lorsqu'on tapait un nom, immédiatement, on proposait de savoir si ce nom était juif. Et alors, je m'étais amusé à ça. Et à peu près tout le monde était juif. Jean-Marc Morandini, juif. Le Pape, juif. Je sais que Lustiger était juif, mais généralement, il y a quelques personnes qui ne sont pas juives. Et moi qui suis judéo-obsédé, je me suis dit que Internet était probablement la construction technologique la plus judéo-obsédée qui soit. C'est-à-dire que sur Twitter, le mot juif a une efficacité folle. Vous pouvez utiliser ce mot et remonter n'importe quel contenu avec ce terme, ce qui est probablement une spécificité algorithmique, mais ce qui est aussi la preuve qu'il y a une efficacité particulière à ce terme, alors que si vous utilisez le terme de bouddhiste, évidemment, ça n'aura absolument aucune efficacité. Et vous analysez aussi très bien tout ce qu'on fait successivement, Dieudonné, Guillaume Meurice. Là aussi, vous voyez un peu la singularité de la France. C'est-à-dire que, en fait, un grand nombre de débats sur la question juive l'ont été au travers d'humoristes, donc l'épisode Dieudonné, l'épisode Guillaume Meurice qui est beaucoup plus récent, l'épisode Blanche Gardin, Sophia Aram qui est en quelque sorte la victime collatérale de cela, puisque pour une femme musulmane, ou en tout cas issue d'une famille musulmane, avoir choisi donc de défendre un certain nombre de thèmes qui sont des thèmes antisémites, eh bien, elle aussi a été extrêmement attaquée pour ça. Et donc, je trouve que c'est particulièrement singulier, puisque les gens de mon âge ont vécu à une époque, lorsqu'ils étaient jeunes, où l'antiracisme était à la mode. Aujourd'hui, c'est, sinon l'antisémitisme, du moins une certaine forme d'antisionisme très dévoyé qui est à la mode. Oui, à propos de Dieudonné, vous écrivez « Au tournant des années 2000, avec une opération inouïe, l'antisémitisme islamiste devient pratiquement invisible alors qu'il est bien existant, tandis que l'humour anti-juif triomphe. Les attaques visant les juifs à partir du monde musulman sont pratiquement ignorées, couvertes par les rires des spectateurs de Dieudonné. » Oui, alors là, l'épisode qui pour moi a été central, c'est 2012 au Zaratora. Alors aujourd'hui, bon, on commémore l'hyper-cachère. L'hyper-cachère a fait sens, comme beaucoup de juifs l'ont
l'ont pensé, s'il n'y avait pas eu l'attentat contre Charlie, peut-être que l'hypercacher n'aurait pas été aussi souligné. Mais aux Zarathora, en revanche, je me souviens fort bien de la situation et dans les médias. Je ne parle même pas de lorsque cet attentat arrive, j'appelle ma rédaction, parce que j'étais à la fois à France Inter et à Canal+ à l'époque, et je dis voilà, c'est un attentat antisémite, il faut casser l'antenne. Et on me dit, toi, on se précipite pas, on attend. Et on a attendu. Pas d'emballement. Pas d'emballement. Alors que d'ordinaire, les rédactions sont hystériques et on est les premiers à annoncer la mort d'Yves Montand 15 ans avant qu'il ne meure. Donc j'ai vu en fait comment ce n'était pas de l'antisémitisme, c'était la volonté de ne pas vouloir voir l'antisémitisme. Comme si finalement cette présence était une présence éminemment dérangeante. Et c'est un phénomène, j'ai même pas besoin de vous en parler, parce qu'aujourd'hui c'est un phénomène quotidien. C'est-à-dire que les actes antisémites sont en progression. D'aucuns disent qu'il est résiduel. D'aucuns disent... Alors voilà, par exemple, on dit qu'il est résiduel. Alors ça c'est un mot intéressant, parce qu'il y a deux manières de le considérer. Alors bon, la première manière, c'est de considérer tout simplement que c'est une manœuvre crypto-antisémite, de vouloir nier l'antisémitisme. Si on essaye de tirer cette phrase vers le haut, moi je pense que ce que veulent dire certains en utilisant ce terme consiste à dire que l'antisémitisme n'est pas un antisémitisme d'État, alors qu'ils considèrent que le racisme anti-musulman est un racisme d'État. Mais justement, le problème, c'est pas tellement que le racisme anti-musulman et le racisme anti-juif soient de nature différente. C'est évident, ils sont de nature différente. C'est plutôt que on a affaire à un racisme anti-musulman qui est solennellement critiqué et combattu à juste titre par la gauche, alors que le racisme anti-juif, lui, est sans cesse minimisé, alors qu'il vient effectivement d'une sorte d'ère du temps qui est en quelque sorte infiniment plus inquiétant encore, parce que c'est plus dur de lutter contre un air du temps que de lutter contre la volonté de telle ou telle politique. Alors bon, on va peut-être leur tourne. J'avais encore plein de questions sur l'antisémitisme, notamment sur la judiciarisation. J'en parle quand même parce que j'ai trouvé ça intéressant le fait que vous releviez que on ne peut pas tout traiter par le judiciaire. Et vous écrivez, va-t-on demander au procureur si Voltaire est antisémite ? Oui, parce que alors là, on est dans un autre phénomène qui est la lecture rétrospective de l'histoire, puisque Voltaire, du point de vue de nos critères, est antisémite, mais aujourd'hui, même quelqu'un comme Montesquieu, alors qu'il a combattu l'esclavage, est perçu comme étant un esclavagiste. Donc, il ne faut pas du tout rentrer dans cette lecture rétrospective. C'est pourquoi, d'ailleurs, je pense même que le terme d'antisémitisme est un terme un peu compliqué, qui est complexe à utiliser. Je suis pas sûr que tous ces gens qui m'écrivent avec des propos extrêmement durs sur ce qu'ils appellent les sionistes génocidaires, aient même la conscience d'être antisémites. C'est ça en fait le problème, comme Eva Illouz l'a écrit dans son très bon tract 8 octobre. Il y a une sorte de vertu. Tract au sens, la collection Tract chez Gallimard. Il y a effectivement une sorte d'antisémitisme vertueux, mais je ne suis pas sûr que cet antisémitisme se pense comme tel. Et c'est pour ça que la réaction de ces gens est parfois si offensée. Il y a des gens qui sont évidemment tout simplement des acteurs, hein, mais je pense aussi que les gens ne comprennent même pas de quoi on les accuse, tant la référence à Gaza aujourd'hui est centrale. Alors justement, venons-en à Gaza, sans trop s'apesantir sur le sujet, mais il y a un passage que j'ai trouvé très, très fort lorsque vous écrivez « Lorsque fut évoquée la famine à Gaza courant 2024 », vous dites « évoquée », hein, j'ai pensé que Golda Meir était morte une fois de plus, son idéal sioniste piétiné. Elle qui a quitté l'Ukraine avant l'Holodomor, la famine stalinienne qui tua les Ukrainiens, juifs et non-juifs, avant que les juifs ukrainiens ne soient massacrés par la faim, les balles ou le gaz. Quiconque se réclame de l'idéal de ces pionniers sionistes ne peut utiliser la faim comme arme de guerre.
Oui, je pense que Je vous c'est, cite, hein. oui, oui, bien sûr. Oui, je pense que c'est l'une des choses les plus terribles. Bon, il y a un livre qui m'a marqué, comme beaucoup de gens, c'est Terre de sang de Timothy Snyder, où il utilise une continuité entre l'utilisation de la famine par Staline et l'utilisation de la famine par Hitler. Et je pense qu'effectivement, c'est compliqué pour un juif qui se pense comme tel d'utiliser l'arme de la famine. Ce qui est d'autant plus terrible, j'ai l'impression en fait que beaucoup de juifs aujourd'hui vivent une double peine en France parce que ils sont accusés de sionisme parce qu'ils ont un attachement à Israël, parce qu'ils ont tout simplement de la famille là-bas, alors même qu'ils récusent une partie de la politique menée et qu'ils la récusent surtout depuis longtemps. C'est-à-dire que on n'a pas attendu le 7 octobre pour être hostile à Netanyahou, on n'a pas attendu le 7 octobre pour savoir que bon, cette question de Gaza devait être réglée d'une manière ou d'une autre, qu'on ne pouvait pas vivre avec un Gaza à côté. Et à chaque fois que j'allais en Israël, je posais la question à ma famille et bon, je me rendais bien compte qu'il y avait un déni, c'est-à-dire qu'ils estimaient pouvoir vivre pour des millénaires à côté de Gaza. Bon, on voit bien que ce n'est pas possible. Mais vous vous référez aussi à la faim que vos parents ont connue pendant la guerre, Et oui, puisque c'est qui résonne avec, c'est avec une la famine expérience ukrainienne. existentielle. Je pense que la faim et le froid sont deux expériences existentielles qui sont extrêmement transmissibles. Euh, bon, c'est un peu évident ce que je dis, mais là aussi, c'est une expérience qui est singulière, celle d'avoir des parents qui vous expliquent ce qu'est la faim et le froid, alors que ce sont deux expériences qu'heureusement nous ne connaissons plus et que nos enfants ne connaissent plus. Et c'est la raison pour laquelle je trouve que le reproduire, pour des raisons vraiment que je ne comprends pas, parce que on peut discuter de tels objectifs menés par Militaire. l'armée israélienne. Bon, là, il y a peut-être des rationalités que je ne saisis pas, mais qui existent. La famine, je ne vois pas la rationalité. Alors vous citez Yeshayahu Leibovitz, hein, ouvrez les guillemets. Aujourd'hui, les Juifs sont devenus comme les Polonais, me disait le vieux Leibovitz, en hurlant, parce qu'il était très sourd. Il conspuait les Nazi Jews, comme il disait. Oui, j'étais allé voir Lebovitch à Jérusalem. Lebovitch étant un biologiste pieux qui avait écrit un ouvrage très intéressant sur Maïmonide et défendait une forme extrêmement rationaliste de judaïsme religieux et se montrait extrêmement critique contre la colonisation. Et comme c'était un froum, comme il était croyant, il pouvait se permettre d'aller très loin dans la provocation. Donc il parlait pour le mur des lamentations, par exemple, il appelait ça le discotel. C'est un jeu de mots, kotel, c'est le mur en hébreu, et discotel, il disait voilà, c'est une discothèque parce que c'est de l'idolâtrie, on se retrouve face à des pierres, et quand on est juif, on n'a pas à se prosterner devant des pierres. Parce que les pierres n'ont aucune importance, la terre n'a aucune importance. Il n'était pas antisioniste, mais il était extrêmement critique face au nationalisme en fait israélien qu'on a vu croître. Et je pense que ce genre de personnages nous font terriblement, enfin nous manquent terriblement parce que il avait à la fois la possibilité de parler aux pieux, aux froum, et de parler aux laïcs. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une radicalisation de la société israélienne. Alors, une radicalisation qu'on peut comprendre, mais une radicalisation qui est terriblement inquiétante parce qu'on ne voit pas très bien le processus de retour. Alors, on va peut-être conclure avec l'avenir des Juifs en France. Parce que vous êtes très pessimiste dans l'ouvrage. Oui, très hein. pessimiste. Vous concluez, enfin, vous revenez à plusieurs reprises, en tout cas, sur, je vous cite, que ceux qui ne nous aiment pas soient patients et se rassurent. Il n'y aura bientôt plus de Juifs en France. La communauté juive, autrefois la troisième la plus importante du monde, est en passe d'être détrônée par la canadienne. À la fin du 19e siècle, 90% des Juifs étaient européens. Après la Shoah, il n'était plus qu'un tiers à habiter l'Europe. Aujourd'hui, ce chiffre a encore baissé. Seuls 9% des Juifs vivent encore en Europe. Alors, je vous suis sur 9% des Juifs vivent encore en Europe. Sur la France, je suis plus réservé, parce que c'est quand même la troisième judaïcité du monde. Oui, mais Et tous les Juifs de France n'ont pas leur valise dans le couloir. non, mais regardez, il y a un phénomène
très intéressant. Si vous prenez par exemple les instances juives, donc composées de personnes assez âgées, vous leur demandez où sont leurs enfants. La plupart vous disent mes enfants sont en Israël ou aux États-Unis. Et ça, c'est un signal. C'est-à-dire que, bon, d'abord, la démographie juive aujourd'hui, elle est très simple. Hein. C'est-à-dire que la moitié des juifs quasiment est aux États-Unis, l'autre moitié en Israël. Le reste sont des communautés, là pour le coup, résiduelles. Il n'y a plus de juifs dans le monde arabe du tout. 1 million de juifs dans le monde arabe. Il n'y en a plus un seul. Et c'est quelque chose dont personne ne parle, ce qui me paraît complètement hallucinant, surtout dans le contexte actuel où on parle d'apartheid, parce que ces juifs, pour la plupart, auraient souhaité rester dans les pays où ils étaient. Ils les ont quittés à regret, et c'est un euphémisme. Il n'y a évidemment plus de juifs dans ce qu'on appelait le bloc de l'Est. Il reste quelques juifs en Amérique latine. Vous avez vu, hein, j'ai retenu ma leçon, Paul. Je parle des diasporas d'Amérique latine. Et il y a aussi des diasporas encore en Europe. Mais au vu de la situation, ce qui est étonnant, en fait, c'est que les accusations de sionisme lancées contre des juifs qui ne sont pas sionistes fabriquent des sionistes. C'est une sorte de paradoxe étonnant, mais c'est exactement ce à quoi on assiste. Et je ne sais pas dans la salle combien de gens pourraient dire « je n'ai jamais songé à partir ». Bon, c'est une question que... Contact, oui, oui, c'est vrai. Mais est-ce que les enfants des responsables de la communauté organisée sont représentatifs de la totalité de la population juive en France? C'est une question aux sociologues, là. Hein. Non, mais justement, ce sont des juifs qui se sentent particulièrement juifs, alors que l'autre manière, évidemment, de faire disparaître les communautés juives, c'est tout simplement non pas de s'intégrer, mais de s'assimiler, c'est-à-dire de considérer qu'on n'est plus juif. Et ça, c'est l'autre aspect, c'est-à-dire qu'il y a une partie de l'histoire juive qui peut disparaître non pas par des raisons violentes, mais tout simplement par des intérêts croissants pour la cause juive ou par abandon pour des principes de précaution. Oui, alors moi, je suis plus réservé sur cette analyse-là, mais enfin, moi, je partage vos inquiétudes, mais il me semble que votre présence ce soir, celle d'une assistance assez nombreuse, la vitalité du musée, tend un peu à montrer l'inverse. Voilà. Mais je suis du côté optimiste. Je sais que les optimistes ont fini à Auschwitz et les pessimistes à Hollywood. Voilà, je ne vous l'ai pas dit. Je vous l'ai pas dit. Je pense que de toute façon, malheureusement, si vous voulez, la démographie est ce qu'elle est. Les chiffres que j'ai donnés, ils sont imparables. Ensuite, on me dit oui, mais il y a beaucoup de juifs maintenant à Varsovie, il y en a 3000. Non, mais ça, on est bien d'accord. Enfin, il y a peut-être pour conclure là-dessus, mais il y a une vraie différence entre la France et le reste de l'Europe. C'est-à-dire que grosso modo, 75% des Juifs de France ont été sauvés sous l'occupation. Il y a eu une véritable régénération avec l'arrivée des Juifs d'Afrique du Nord après. N'en parlez pas. Oui, on a. C'est l'éléphant dans la pièce, parce qu'il y a plein de choses sur les séfarades dans le bouquin, mais on n'en a pas parlé parce que ça aurait été un casus belli en fait. Notamment des histoires de femmes. Mais bon, non, je reviens à la question des communautés en Europe. Pratiquement dans toute l'Europe, si on laisse de côté l'Angleterre, qui n'a pas été envahie, comme chacun sait, c'est résiduel, ou c'est des communautés qui se reconstituent avec des Israéliens et des Russes ou des Ukrainiens. C'est pas le cas en France. En France, il y a une vraie continuité. Il y a eu l'effet du sauvetage, de la résistance, de la solidarité des Français. Et il y a quand même une population très importante. Oui, mais il y a 100% des Juifs français qui ont peur. Et le fait d'avoir 100% de Juifs qui ont peur, enfin, je ne vais pas vous faire de dessin, c'est pas d'une part une situation... je ne veux pas me lancer dans des prophéties. Je ne crois pas dans le caractère reproductible de la Shoah. Ce n'est pas de ça dont nous pouvons avoir peur. Mais le fait de vivre dans un climat d'hostilité, pour tous les Juifs qui sont des Juifs que j'appellerais des Juifs visibles, c'est fini. Je veux dire... Et on est d'accord là-dessus. À chaque fois que vous prenez un Juif visible, vous pouvez vous dire qu'à moyen terme, cette personne ira en Israël. Bon, c'est déjà quelque chose d'effrayant. Je l'ai vécu avec mon cousin. Mon cousin
était un chassid, c'est toujours un chassid, mais sa vie était tout simplement impossible en France. Il est parti. Bon, ben, ça sera le mot de la fin. On va peut-être laisser un petit peu de temps à des questions. Il y a certainement des questions dans la salle, si on n'a pas totalement épuisé l'audience. Il y a un micro qui circule. Est-ce que des mains se lèvent? Bonjour, bonsoir plutôt. Je voudrais remercier Paul Salmona d'avoir invité Guillaume Erner à cette soirée. C'est effectivement... On reconnaît la voix de Michel Bidlowski. Bah non. Maître Zlotowski, pardon. Salmona. C'était le lapsus. Ça va vous valoir une bière. Hein, oui, sans pardon. Tu peux pas parler en yiddish plutôt? Un lapsus funeste, pardon. Je vais pas parler du bouquin parce que bon, j'ai eu la chance de jeter un œil dessus, alors que le public en général ici va le découvrir en achetant votre livre, Guillaume Erner, et en vous le faisant signer. Ça sera votre punition ce soir. Merci, je vais te reverser des sous, Michel. Dieu pour tous, c'est 10%. Oui, nous connaissons tous la façon de faire. Mais j'ai une question autant à Paul Salmona qu'à Guillaume Erner. D'un côté, on a quelqu'un de spécialisé dans l'histoire et dans l'archéologie. Votre bon maître Bernard Blumenkrantz, Paul Salmona, a daté déjà l'arrivée des Juifs sur ce qui allait devenir un jour la France, au tournant de l'an 0, puisque la communauté de Fossé, devenue Massilia, devenue Marseille, date d'avant l'ère chrétienne, si je ne m'abuse. Et il y avait une présence assez importante d'une caste noble juive qui avait été déportée de Judée vers Lugdunum. Sauf qu'on ne sait pas exactement si c'est Lyon ou si c'est un autre Lugdunum, mais enfin c'est sur le territoire français. Ce qui a été dit sur ce que vous avez dit sur la pérennité du judaïsme en France, bon, si on prend cette période de temps sur 2000 ans, je n'ai pas besoin de rappeler combien de fois les Juifs ont été persécutés, massacrés, expulsés de France, et pourtant, ils reviennent. Franchement, là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est peut-être le sociologue Erner qui va nous expliquer quel est cet attachement des Juifs pour la France. Je sais que dans les communautés de l'Est, on disait « Glücklich wie Gott in Frankreich », heureux comme Dieu en France. Sous-entendu, heureux comme les Juifs en France. Mais pourquoi on est tellement heureux ici? Paul, on est tellement heureux ici. Non, ça nous entraînerait très loin, mais l'émancipation, le 27 septembre 1791, c'est un événement absolument pionnier dans l'histoire mondiale. Les droits qui ont été accordés aux Juifs par la Constituante, par la Révolution française, sont sans équivalent, vont être sans équivalent en Europe pendant un siècle. Prenons l'exemple d'Adolphe Crémieux, dont on a un très beau portrait par le comte Dunouy dans le Parcours permanent. Il est ministre de la Justice en 1848, puis à nouveau en 1870. C'est un juif nîmois, pour mémoire, originaire du comtat venessin probablement. En Allemagne, il faut attendre Walter Rathenau dans le gouvernement de Weimar, 1900, enfin début des années 20. Il y a des quotas d'élèves juifs. Il y a un numerus clausus pour les étudiants juifs dans les grandes universités américaines de l'Ivy League jusqu'aux années 60 du XXe siècle, pas du XIXe. Je vous interromps, Paul. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Vous pouvez prendre plein d'exemples comme ça. Sur les 2 derniers siècles. Mais avant, pourquoi ils revenaient tellement en France? Il n'y avait pas Crémieux, ils n'avaient pas les mêmes droits. Je pense que déjà, la représentation, la notion même de France aujourd'hui est différente de celle d'hier. Tu as affaire à des petites communautés, et des communautés qui, tu vois, par exemple, les communautés drômoises, donc c'est plus la question de l'histoire du Dauphiné. On pourrait aller plus au sud, du côté d'Abe, de Sisteron, on aurait les mêmes choses. Parlons de Troyes, en Champagne, je sais pas moi. Eh ben oui, mais et alors quoi? C'est-à-dire que tu as effectivement un peuplement, un retour. Non, si tu parles de Troyes, ce qui est intéressant, c'est plutôt la manière dont les Juifs se sont
au fur et à mesure massé dans les grandes villes. C'est devenu un phénomène urbain, alors que jadis, il y avait des peuplements juifs dans des petites villes et dans les campagnes. Mais je crois qu'on botte en touche, là. On ne répond pas à la question fondamentale. Si, quand même. Si, Après en Norvège, les je prends par exemple le cas de la Norvège, hein, où maintenant il n'y a plus de juifs parce que l'antisémitisme en Norvège est devenu tellement prégnant que les derniers juifs ont dû quitter la Norvège. Aujourd'hui, de nos jours, hein, je ne parle pas de la Seconde Guerre mondiale, je parle d'aujourd'hui. C'est vrai que les juifs, il y a eu des vagues au cours de l'histoire, de 2000 ans d'histoire. Ils sont venus, ils sont repartis, mais ils sont revenus. Alors, effectivement, je vais un petit peu dans le sens de... Ils reviennent à Berlin aujourd'hui. Oui. Je crois qu'il y a eu de l'antisémitisme à Berlin. Légèrement. J'ai cru comprendre. Légèrement. Et mais je ça suis n'empêche d'accord. pas beaucoup d'Israéliens. J'ai un camarade que je crois vous allez recevoir bientôt hommage qui m'a dit je suis désespéré, mais il y a un espoir, c'est l'Allemagne. Et si tu veux, quand tu entends ça, alors que voilà, il me dit voilà, moi j'y réfléchis à aller en Allemagne. Bon, c'est la preuve que, si tu veux, les conditions historiques, elles évoluent. Alors, je ne sais pas du tout s'il a raison d'émigrer à Berlin. À titre personnel, ce n'est pas mon choix. Mais bon. Mais je suis d'accord avec ce que vous dites, Guillaume, ce que tu dis, Guillaume, sur le fait que nous, malgré le succès extraordinaire du Musée d'art et d'histoire du judaïsme, nous assistons en ce moment à une sortie en sifflet de la communauté juive organisée de France. Dans une génération ou 2 générations, ne resteront que les dinosaures. En tout cas, historiquement, une partie de la réponse, et moi je m'arrêterai là, c'est qu'elle est essentiellement juridique. Hein. C'est-à-dire que s'il y a des juifs en Alsace, c'est parce qu'ils ont été autorisés, on les a laissés vivre dans les villages, pas dans les villes, dans le Saint-Empire. S'il y en a en Lorraine, c'est parce qu'ils se réinstallent à partir de 1552, la prise de Metz par Henri II. S'ils se réinstallent sur la côte aquitaine, c'est pour la même raison, c'est pas les mêmes. Hein, le comtat venessin, voilà. Oui. Et ceux du comtat venessin, ils sont restés sous l'autorité des papes qui les toléraient. C'est une singularité, mais ça, pour le coup, d'ailleurs, ça explique en partie ce qui s'est passé dans la Drôme, mais aussi plus au sud, si tu veux, l'existence du comtat venessin. Alors, il y a peut-être d'autres questions autrement que sur le statut juridique des Juifs dans la France d'Ancien Régime. Mais tout à fait au fond de la salle, je vois une main qui se lève. Bonsoir à vous. Attention, c'est une séfarade qui vous parle et en plus elle est assise à côté d'un bouddhiste, donc là ça va craindre. Écoutez, heureux en France, en tout cas, je vais être beaucoup plus terre à terre et simplement quotidienne. Heureux tant qu'on a France Culture et pourquoi ? Parce qu'on a aussi Guillaume Erner tous les matins. Et donc c'est du quotidien. Merci. Et comme c'est du quotidien justement et qu'on on est avec vous en fait tous les matins, je doute pas du tout que toute cette assemblée est vraiment fidèle tous les matins comme moi. Et on a même nos humeurs nous aussi. Et en fait, vous avez parlé des différentes rédactions que vous avez visitées, enfin avec lesquelles vous avez donc coopéré. Et curieusement, là, on est à vous êtes maintenant sur France Culture depuis un bon bout de temps. Et j'avais un tout petit peu envie, puisqu'on vous accompagne quand même dans cette intimité de la maison tous les matins sur France Culture, que vous nous en parliez un peu plus. Comment vous êtes à France Culture ? Pourquoi vous y restez si longtemps ? Et j'espère pour encore bien longtemps. Mais parce que, pour moi, lorsque Sandrine Trainer m'a proposé de rejoindre France Culture, je lui ai dit que c'était pour moi le plus beau poste de la République. C'est ce que je crois. C'est quelque chose de particulièrement... Enfin, pour moi, il n'y a pas de plus grand rêve journalistique. C'est un avis personnel, que de faire la matinale de France Culture, puisque vous avez la possibilité de recevoir un grand nombre de personnes, qui sont généralement des personnes intéressantes, articulées, tout en faisant l'impasse sur les politiques, parce que c'est vrai que discuter avec des politiques, et particulièrement ces temps-ci, moi je trouve ça... comment dirais-je, assez décevant. Donc, traiter l'actualité par le biais de la culture ou par le biais des intellectuels, c'est quelque chose
d'absolument fascinant. Et je mesure ma chance chaque matin de faire ça. Et si j'étais sur une autre radio, si tant est d'ailleurs qu'une autre radio veuille de moi, eh bien, je ne pourrais pas du tout faire le même exercice. C'est la raison pour laquelle je reste, malgré un horaire un peu matinal. Puisque vous avez une supériorité sur moi, c'est que vous êtes encore dans votre lit, alors que moi, je suis obligé d'en sortir. Alors nous mesurons aussi notre chance de vous avoir. Une autre question ? Ça, c'est une affirmation. Merci beaucoup. Là, au milieu de la salle. Il faut que vous leviez la main si... Voilà. Bonsoir. Je voulais savoir comment vous expliquez le laisser-faire actuel dans les universités et grandes écoles en France, à Paris notamment, avec une espèce de mainmise de groupes pro-palestiniens qui, en fait, exercent une forme de terreur sur les étudiants juifs qui doivent se cacher. Enfin, je suis bien placée pour le savoir. Donc, Pourquoi ? Parce que vous êtes parce que ma enseignant. fille se cache. Et elle se cache vraiment. Dans quelle Oui, elle ne dit université ? pas. Elle a été exclue de groupes sur les réseaux sociaux, traitée de sioniste, etc. Donc, comment est-ce que vous expliquez le fait que je sais pas moi, les doyens, etc. laissent faire, en fait que la société le laisse faire? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire justement pour enrayer ce phénomène? Oui, d'abord, je pense qu'il faudrait que ça se sache plus. Mais si vous voulez, on est dans une situation... C'est pour ça que je ne partage pas votre optimisme, Paul. On est quand même dans une situation où, avant même de parler des universités, un juif ne peut pas être scolarisé dans le 9-3. Et ça, c'est quelque chose que l'on dit aujourd'hui, mais voilà, c'est un fait, la terre est ronde, et un juif ne peut pas être scolarisé dans le 9-3. Donc, lorsqu'on arrive à ce niveau-là, quand même, d'impuissance, avec des pouvoirs publics qui vous disent, bah voilà, en fait, ce serait mieux que votre enfant bouge, vous voyez, parce que bien sûr, il a le droit d'être scolarisé là-bas, mais quand même, ça va être compliqué. Il ne faut pas s'étonner que dans les universités, ça soit également une impossibilité. Par ailleurs, l'identification à la cause palestinienne et la déformation de la cause palestinienne, puisque les deux vont de pair, l'utilisation du mot sioniste qui ne signifie absolument plus rien, je veux dire, on est dans des utilisations chimériques de ce terme, font que la situation est aujourd'hui une situation inextricable. Et je pense que les doyens ont peur. Ils ont tout simplement peur. Ils ont l'impression d'avoir un corps social qui est majoritairement antisioniste. Ils ont raison d'ailleurs. Mais cet antisionisme est devenu complètement dévoyé. Ça devient contrôlable, en fait. En gros, on ne peut pas y faire grand-chose. En tout cas, c'est vrai que c'est incontrôlé. Vous évoquez le rapport de Jean-Pierre Robin sur la présence des élèves juifs dans l'éducation nationale. Donc pas dans l'université, mais dans le primaire et le secondaire, C'est fini dans le qui date de 2004 et qui constate déjà un fait accompli en réalité, et qui a donc 20 ans. Donc c'est un fait accompli qui a une trentaine d'années en réalité. Et ensuite, je vois Nathalie Hennig et Eva Illouz, donc deux universitaires qui connaissent mieux les universités que moi. Je ne vois pas les autres personnes, mais elle pourrait expliquer peut-être mieux que moi concrètement qu'est-ce qui se passe. Mais je pense que, si vous voulez, on a affaire à des étudiants qui sont très antisionistes, à un corps professoral qui est généralement exactement Aussi, oui, sur oui, la même... complètement, ils ont le même discours. Sur la même... je veux dire, donc quand on a cette superposition, il reste quoi ? Il reste alors la loi, bon, mais alors généralement, comme on parle d'antisionisme et pas d'antisémitisme, les apparences sont sauves. Voilà, ensuite, ce que vous me racontez... Puis les étudiants ont peur aussi, hein. Des représailles ou voilà. Bon, c'est absolument désespérant. C'est dans quelle fac ? Nanterre. Bon, qu'est-ce que vous voulez Donc on entend Créteil, Sorbonne, Sciences Po. C'est pas mieux. Alors le directeur de Sciences Po, il y a un nouveau directeur, se dit être déterminé à faire cesser ça. Bon, on va voir ce qu'il fait.
On va voir aussi ce qu'il peut faire, parce que si vous voulez, le problème, c'est qu'encore une fois, on n'a pas affaire à un antisémitisme d'État. On a affaire à un antisémitisme qui est un antisémitisme devenu extrêmement commun, un antisémitisme du bas. Qu'est-ce qu'on fait contre ça? Bien sûr, au Longzhou, ça se passe bien, dit une dame au premier rang. Je le dis dans le micro pour que tout le monde entende. Bon, tant mieux. Tant mieux. C'est peut-être l'exception qui confirme la règle. Est-ce qu'il y a... Oui, c'est ça, on y enseigne le yiddish et l'hébreu aussi. Et le judéo-espagnol. N'oubliez pas le judéo-espagnol. Je sais qu'on n'en a pas beaucoup parlé ce soir à cause de Guillaume Erner, mais enfin, malgré tout. Est-ce qu'il y a une dernière question? Alors, c'est bon, mais ça sera la dernière, parce que l'heure tourne. Oui, bonjour, moi j'ai une question. Bon, l'antisémitisme musulman et l'antisémitisme d'extrême gauche, il est visible et on le voit. Est-ce qu'il y a un antisémitisme d'extrême droite en France? Je crois que nous en avons perdu un. Je crois que le plus beau représentant nous a quittés, si ma mémoire est bonne, le 7 janvier. Par ailleurs, si vous voulez, je suis étonné par les commentaires qui sont faits vis-à-vis de... Pardon ? Je peux compléter juste ma question. Je parle d'un antisémitisme virulent, exterminationniste, antisioniste. Enfin, voilà. Est-ce que c'est un antisémitisme réellement présent ou est-ce qu'il est résiduel, l'antisémitisme d'extrême droite en France? Alors, votre question est complexe. Je ne pense pas que les électeurs du RN soient dans des proportions importantes antisémites. Ce que je pense, c'est que le corps central de l'extrême droite française s'est constitué sur l'antisémitisme. C'est-à-dire que la tradition culturelle de l'extrême droite française est... de manière centrale, ce n'est pas périphérique. Chez Maurras, la question juive, bon, chez Drummond, c'est pas la peine d'en parler, chez le colonel de Larocque, et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on me dit que le Front National est le premier parti d'extrême droite à avoir sur des bases antisémites, puisque le FN de Le Pen était évidemment antisémite. Lorsqu'on me dit que ce parti est le premier à constituer une force d'extrême droite politique importante en France, c'est littéralement faux. Je pense que de manière évidente, l'extrême droite aurait pu prendre le pouvoir en 1939 si Pétain ne l'avait pas pris. Je pense qu'ils auraient été majoritaires à la Chambre et l'antisémitisme de cette extrême droite était central et structurant, de manière évidente. Merci. Bien, ça sera le mot de la fin. Merci Guillaume Erner. Merci beaucoup. Merci à vous.